Une partie du système scolaire repose aujourd'hui sur une hypocrisie. On fait semblant que rien ne change alors que l'IA bouleverse déjà l'apprentissage. Les élèves trichent avec l'IA, les profs s'en méfient, les institutions n'osent pas trancher. Et si le vrai débat, ce n'était pas comment intégrer l'IA, mais qui elle va remplacer? Et si le métier d'enseignant devait exploser pour survivre? Aujourd'hui, on va gratter là où ça dérange. Et pour le faire, on est allé enregistrer en live, en public, cet épisode du podcast dans une école, avec des profs, avec des élèves et avec les mates. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir ce qui s'est passé. Connected Mate. Je vais d'abord présenter les mates qui sont autour de moi. Jean-Emmanuel Serré, il est designer, il met de l'humain dans les choses de la vie. Charles Nastorg, assembleur de bulles et de business dans le B2B en tant que communicant. Il a aussi fait Sub 2V, donc c'est merci grâce à toi qu'on est ici présent pour cet enregistrement. Alice Desjardins, consultante, prof de com, tu fais parler les data. Bonsoir Alice. Bonsoir. Alex, le Gen Z digital évangéliste à fond sur l'IA et pas que, c'est comme ça. Et pas que, et surtout super heureux d'être là, avoir un premier épisode tourné en live. Autour de nous, une personne formidable qui gagne à être connue, Fabienne Rongeard, la directrice pédagogique de Sub2V. Bonjour à tous. Ravi de t'accueillir et merci d'être la puissance invitante aujourd'hui, c'est formidable. Pour cet épisode, je suis aussi ravi d'accueillir Ati. Ouais, c'est une experte en rien. C'est comme ça qu'elle se définit, mais elle est touche à tout. Donc c'est une touche à tout du numérique. Bienvenue à toi, Ati. Suivez-la sur TikTok, elle a une chaîne incroyable. 31 000 personnes la suivent en ce moment, c'est fantastique. Et last but not least, le fabuleux Hubert Kratirov, professeur d'économie numérique. Connected Mate. Sub2V en 2 mots, Fabienne, comment tu devrais décrire Sub2V en 2 mots? C'est un pitch, tu as 45 secondes max. Ça me va. Sub2V, c'est une école qui appartient au réseau des écoles de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, au même titre que des écoles de belles vitrines type Ferrandi ou Gobelin. On forme des étudiants et plutôt en grande partie des apprentis alors des apprentis au niveau Bac+2 à Bac+5 sur le domaine de la vente, du commerce, RH, compta gestion, qualité, sécurité, environnement. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. On a d'excellents taux de réussite, d'excellents taux d'insertion professionnelle. Et bien sûr, on est très intéressé par le sujet de l'intelligence artificielle dans le monde de l'éducation qui nous bouscule beaucoup. Magnifique, elle a réussi à nous faire le pitch et une page de pub en même temps, c'est canon, merci beaucoup. Ils sont très forts, chez Sub2V, il y a V, ça veut dire aussi vente, c'est ça je crois, mais pas que, parce que vous faites du management, des RH et plein de choses, et merci beaucoup. Pour démarrer, on va essayer de faire très simple, en 2 mots, on va essayer de faire un peu le principe des barcamps, vous savez, on se présentait en hashtag. Quand on parle de ce thème IA et éducation, Hubert, IA et éducation, si tu avais 2 hashtags, ça serait quoi? Voilà, impossible. Impossible et évident. Impossible et évident. Super. Ati, 2 mots. Retard et timing. Charles? Plein d'opportunités et beaucoup de peur. Jean-Emmanuel. Moi, je dirais choix et société. Alexandre? Problème et dopamine. Problème et dopamine. Waouh. Fabienne? Révolution et enthousiasme. Alice? Accompagnement et valeur ajoutée. Ok. Dans la salle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... alors, s'il y avait le mot de la salle, ça serait quoi? Tadam. Je sais pas, ça fait 3 mots. Ok, merci. Je vous propose qu'on passe un peu à la deuxième séquence. Quels sont les grands enjeux qu'il y a sur la thématique? Et pour démarrer, je vais poser la question à Hubert. Qu'est-ce qui est en jeu selon toi, Hubert? Alors, ce qui est en jeu, plusieurs choses. Puisqu'on parle d'IA, il faut savoir s'il s'agit d'enseigner l'IA aux étudiants qui sont dans les écoles, de leur enseigner, alors de quelle manière? Je vais vous apprendre un nouveau mot qui vient de sortir depuis quelques semaines, c'est le vibe coding. On connaissait le no-code, on connaissait le low-code, on connaissait le code habituel. Maintenant, il y a le vibe coding, une autre manière de coder. Donc, est-ce qu'on apprend à coder? Est-ce qu'on apprend simplement à utiliser un prompt? Est-ce qu'on apprend à manipuler des bases de données et aller vraiment dans les vecteurs des LLM? Ou est-ce qu'on apprend d'autres choses? Et le deuxième aspect qu'on peut voir dans IA et éducation, c'est est-ce que les professeurs, est-ce que les institutions, est-ce que les écoles doivent utiliser l'IA et comment pour donner, pour délivrer l'enseignement? Est-ce qu'il s'agit simplement de faire
un bon syllabus, ou est-ce qu'il s'agit de faire les examens, de corriger les examens? Est-ce qu'il s'agit de faire des quiz, des jeux, des tests? Ou est-ce qu'il s'agit carrément de diffuser, de dispenser un cours via l'IA et quasiment sans la présence du professeur? Donc, il y a ces deux choses dans IA et éducation, c'est comment est-ce qu'on enseigne l'IA et comment est-ce qu'on utilise l'IA pour enseigner les RH, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les RH, les maths pour les plus jeunes, ou le marketing pour ma spécialité, ou le marketing digital pour la spécialité de chacun d'entre nous. Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, mais je pense que le plus gros point pour moi, c'est l'heure du réveil pour les jeunes. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis vraiment un vrai Gen Z, je suis un 2001, donc tout jeune. Faut l'assumer, c'est assez important aujourd'hui. Mais en fait, on a tous entendu tous ces patrons qui ont fait énormément de cash avec l'arrivée du Web 1, tous ceux qui ont commencé l'e-commerce, etc. Et on s'est tous dit, putain, mais moi, j'ai raté ce moment-là. Aujourd'hui, il y a l'IA, on a des clés de fou, on peut faire plein de choses. Le seul problème, c'est qu'en fait, les dopamines de tous ces jeunes-là ne sont plus du tout bonnes sur le côté où j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'apprendre. Et on est un peu tous des larves. Et donc, je pense que le plus gros des sujets, mais c'est vrai, tous les jeunes. Enfin, moi, je suis diplômé quand même d'un master en innovation, en management numérique et dans l'innovation, pardon. Et je suis le seul sur 80 personnes à faire de l'IA. Un peu problématique, et quand j'en débat avec eux, en fait, je comprends rapidement que moi, je scrolle pas chez moi en rentrant le soir, et d'autres le font, et je pense que c'est un peu un raccourci assez rapide, mais c'est ça le vrai problème, alors qu'on a des super outils, on peut faire plein de choses, et le meilleur exemple, on a parlé vite fait du vibe coding, dans ce côté où, sans avoir de développeurs, sans avoir des connaissances de développement, je peux créer des solutions et des outils numériques, c'est assez incroyable, et là, ça vient de sortir avant-hier, Cursor, l'outil majeur, qui a levé plus de 150 millions là-dedans, vient de sortir son discount pour tous les étudiants, donc on peut avoir un abonnement d'1 an gratuit, c'est-à-dire que je peux, même sans argent, déjà faire des choses, donc ça c'est incroyable, et ça c'est pas arrivé avant. Donc sans grande connaissance, juste avec quelques affinités sur les sujets, je peux faire plein de choses. Mais le problème, c'est que la dopamine n'est pas bonne. Et donc c'est là pour moi le plus gros côté éducatif, c'est réussir à doucement placer les bonnes petites briques pour avancer là-dessus. Fabienne, là-dessus, tu réagis comment? Je pense que l'enjeu, c'est la place de l'enseignant. Effectivement, il va falloir qu'on forme les étudiants, les jeunes générations à utiliser l'IA de manière responsable. On a quand même des injonctions aussi dans nos écoles d'injonctions un peu contradictoires. On doit former les étudiants à la transition écologique, on doit les former à la transition numérique. Bon, donc on va parler de numérique responsable. Il y a des beaux challenges, alors c'est bien ça. Il y a des beaux challenges. Et je pense quand même, moi je vois l'IA comme pour l'enseignant, un assistant qui va lui permettre d'investir son temps sur son vrai métier de pédagogue, d'accompagnement de l'étudiant. Et je pense, Alexandre, quand même, que votre génération est en quête de sens, de lien. Et je me dis que l'IA va permettre à l'enseignant de gagner du temps et de le gagner au profit de ce lien avec les étudiants. Et c'est aussi le rôle de prof déjà d'incarner l'éducation qu'il va faire, mais aussi de donner envie, d'inciter à la créativité, de montrer comment faire les choses, parce qu'effectivement, il y a la transmission des connaissances, du savoir, mais il y a aussi la transmission des enjeux, les enjeux éthiques, les enjeux cognitifs, les enjeux sociaux. Et donc tout ça, c'est un package qui fait que l'humain restera, je pense, vraiment indispensable. Et je pense même que plus il y a de tech, plus il faut de l'humain à côté si on veut vraiment quelque chose de super complet. Et pour revenir à ce que tu demandais sur les enjeux, donc l'enjeu entre IA et éducation, là c'est vraiment l'éducation du futur, mais où je me rapprocherai un peu de ce qu'a dit Ati, c'est sans qu'on soit consulté, mais c'est qu'effectivement l'éducation, là je vois vraiment l'éducation au sens large à l'école, mais même l'éducation qu'on reçoit dans nos familles, nos environnements culturels, tout ça. Ça façonne, on se rend pas toujours compte à quel point ça façonne nos manières de penser, ce qui fait qu'on pense ce qu'on pense, et que justement les décisions, les choix que vont faire les écoles sur les positionnements qu'ils vont avoir vont être hyper importants sur le rapport que les jeunes générations entretiendront avec l'IA et comment ils l'utiliseront et même plus globalement comment ils l'envisageront. Il y a une transmission qui se fait, on se rend compte que c'est très simple, on se rend compte que finalement, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des interfaces très compliquées pour pouvoir avoir des informations. Mais par contre, là où il faut être vigilant, c'est ces informations, comment on va décider. Il y a un petit parallèle entre souvent l'UX, les UX ou alors que ce soit en graphisme. En ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de mèmes, c'est-à-dire il y a beaucoup de logos qui ont la même graisse, la même typo, les mêmes choses. Et souvent, au niveau de l'information, on a un petit peu tous la même chose. Et celui qui saura aller creuser, celui qui saura aller poser les bonnes questions, arrivera à avoir quelque chose de différent. Et moi, la question que je me pose, c'est comment on va faire, nous, je dirais en tant qu'adultes, pour choisir la bonne data,
comment on va faire une école pour bien se positionner et bien se différencier, c'est-à-dire ne pas devenir une école lambda. C'est comment est-ce que moi, sub de vente, je vais pouvoir avoir une IA qui va être très pointue sur des domaines, les domaines qui font mon métier et qui va faire que finalement on est dans quelque part c'est un peu du branding, mais c'est aussi la manière d'arriver à donner aux élèves une capacité à chercher des choses, une capacité à raisonner. Parce que, en fait, si on a tous la même information, on va tous raisonner de la même manière. Et je pense que ce qui va faire la différence, ce sera de qualifier sa data et de pouvoir arriver à l'utiliser. Fabienne, je voyais dire ouais. Oui, alors les contenus qui se ressemblent, c'est effectivement nos étudiants qui travaillent dans le commerce, dans le marketing, on les met en garde sur ces contenus qui se ressemblent et on essaye de leur expliquer qu'il faut utiliser intelligemment l'intelligence artificielle. Mais on est, je pense, au début du chemin. Alors peut-être, comme le disait Attic, qu'on est déjà en retard, mais on apprend en même temps qu'eux et on forme les équipes sur le sujet. Et c'est aussi pour nos enseignants un univers à découvrir. Et voilà, on apprend avec les étudiants. Alors justement, là, on parle des enseignants. C'est une partie prenante très importante dans ce processus. Hubert, justement, toi en tant qu'enseignant, alors tu es peut-être un peu à part parce que tu es créatif, tu innoves et tu sais t'emparer des nouvelles technologies aussi. Qu'est-ce que tu vois comme changements fondamentaux dans l'art d'exercer cette profession, ce métier qui est enseignant, c'est un métier. Qu'est-ce que ça change vraiment ? Alors, tout et rien, mais surtout tout, quoi. Avant tout, j'ai une vision extrêmement optimiste des technologies, extrêmement optimiste de l'avenir. Je suis un techno-optimiste. La technologie va résoudre plein de choses, y compris les problèmes de climat, y compris tout ça. Je sais que c'est un peu fou, mais c'est ma position. Et j'ai une vision très utilitariste. C'est que je ne comprends pas bien les discours que vous avez en pensant au niveau cognitif, en pensant au niveau de l'homme et de la compréhension de l'homme par rapport à la machine. Moi, j'ai une vision beaucoup plus utilitariste. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui qu'on ne faisait pas demain ? D'une recette de cuisine à un cours génial sur l'astronomie et la création des galaxies. Et comment est-ce qu'on peut le faire de la meilleure manière possible ? Et là, on a des outils. Hier, on avait Internet. Aujourd'hui, on a l'IA. On utilise l'IA. Donc, pour moi, c'est une vision utilitariste. On a des outils. Et ce que ça change dans la vie du prof, c'est qu'il peut être décuplé. Et aussi, ce qui change dans la vie du prof, c'est que ses élèves, en 3 clics, il y a 20 ans, on était challengé par les étudiants de la salle. Malheureusement, il n'y en a pas aujourd'hui. On était challengé par les étudiants de la salle qui avaient Wikipédia, qui pouvaient dire en live « votre définition est fausse ». Et aujourd'hui, on est challengé par des étudiants qui ont l'IA, qui peuvent dire non pas « votre définition est fausse », parce que ça, c'est le b.a.-ba, mais « votre raisonnement est faux », parce que j'ai le raisonnement de ChatGPT ou de Perplexity ou de Claude, et le raisonnement qui m'est donné ici est meilleur que le raisonnement que vous me faites, vous. Et donc, ça suppose que les profs s'emparent de la matière, fassent leur cours sur IA pour voir ce que ça donne en première lecture et s'upgrade par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on doit sauter plus haut. La technologie nous met une barre à une certaine hauteur, on voit la barre. Moi, parfois, je vois une barre et je me dis « mais je ne vais jamais arriver à faire un cours meilleur que ce que tu as en 10 secondes sur ChatGPT ». Et je me dis « bon, là, on s'attelle ». Et on trouve des choses qui font que le cours est meilleur que ce que fait ChatGPT en 10 secondes, et parce que j'y ai mis X années de pratique. Mais pour moi, ce sont des outils qui nous montrent où est le benchmark, où est la barre, et il faut dépasser ce benchmark. Donc, ça nous pousse à nous améliorer. Comment on apprend aux profs à s'améliorer, à aller plus loin ? Ça s'apprend, ça, non ? Parce que sinon, ils ont un peu l'habitude de refaire le même cours année après année. Vas-y, non, tu as une bonne réponse. C'était ta réponse. J'ai une mauvaise réponse, c'est en les payant, et en les payant cher, pour qu'ils aient le temps, non pas de faire de la recherche éducative et publier sur des magazines qui n'ont strictement aucun intérêt, mais pour qu'ils aient le temps, l'envie et la possibilité, s'ils en ont la curiosité, de se former. C'est sûr qu'en payant les profs au prix où payent... Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ça se saurait s'il y avait besoin de pognon pour donner envie aux gens. Tu vois, soit tu as envie et tu fais. Si tu as besoin qu'on te paye, c'est déjà pas du bon côté. C'est pas la bonne envie.
T'as raison sur un certain côté. Moi, tout ce que je fais, je le ferai gratuitement. Et il se trouve qu'on paye pour le faire. Donc, Voilà, je le c'est ferai- ça. je C'est-à-dire le que toi, ferai gratuitement. et on te payera de plus en plus cher parce que tu vas amener de plus en plus de valeur, parce que tu as eu l'envie. Mais s'il faut te payer pour que tu aies envie, je sais pas ce que vous en pensez, mais on passe dans la salle. Voilà. Alors, ton point de vue, Jean-Philippe. C'est bon, il y a plein de bruit, tout ça est extrêmement vivant. Quel est le rôle de l'expert quand l'IA est là? Et la limite de l'IA actuellement, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire que les modèles sont entraînés sur une connaissance et la connaissance, elle est plus partagée. Donc, effectivement, aujourd'hui, à T+1, l'expert va avoir une meilleure connaissance que l'élève. Mais à T+2, l'IA aura appris l'expert et puis l'expert devrait être encore meilleur. Donc, la question, c'est qu'il faut prendre plus de recul, apprendre à apprendre et utiliser les outils à disposition pour cette connaissance. Après, la question, c'est faut-il payer l'expert pour qu'il partage sa connaissance? J'ai lu beaucoup d'articles où des experts, donc médicaux ou autres, refusent d'écrire des choses sur Internet pour ne pas partager leur expertise, pour qu'ils aient une valeur, qu'ils soient payés pour justement partager la connaissance. Et ça a croisé avec, dans le monde de l'éducation, les cours qu'il y avait à Harvard, je crois, où justement on passait d'une salle de 50 personnes, ils ont tout mis sur YouTube, et à travers le monde, les gens se formaient en regardant les vidéos des profs. Et donc, ils ont partagé leur expérience. Et du coup, cette expérience, elle est mondiale, mais elle est plus rémunérée. Donc, quelles sont les étapes d'après? Tu voulais réagir, Alexandre? Ouais. Non, moi, l'enjeu que je vois, donc, pour le coup, mon boulot, c'est d'être expert. Et de former des élèves juniors pour qu'ils viennent voir ces débats. Et l'un des enjeux, c'est comment est-ce qu'on fabrique de l'expertise. Et c'est pas si simple que ça, parce que fabriquer de l'expertise, ça prend du temps, ça demande de la transmission, etc. C'est quelque chose qu'on voyait déjà quand on avait de la délocalisation, puisque si les devs, on veut forcément les délocaliser, les garder que pour les faire à Paris, mais comment est-ce que je fabrique l'expertise pour le moment? Et donc le problème qu'on connaissait déjà depuis une bonne dizaine d'années, 10-15 ans, là il est totalement accéléré avec l'IA. Ça apporte une partie de la réponse, parce que pour le coup l'IA est partout en même temps, et donc effectivement en partie ça apporte une partie de la réponse qu'on n'avait pas avec la délocalisation, mais comment est-ce qu'on fabrique de l'expertise? Est-ce que l'expertise, pour revenir un petit peu sur cette histoire d'envie, de curiosité, c'est pas aussi quelque chose qu'il faut aller chercher? Je pense qu'il y a, comme ça, mon point de vue, c'est effectivement l'IA peut te donner une réponse extrêmement rapide. Si tu es feignant, tu vas faire un copier-coller, ce que tout le monde peut faire, donc tu ne vas pas te démarquer. Si tu vas challenger un peu plus l'IA, tes 3h30 de gagner, tu vas les passer pour monter en qualité, en compétence, te challenger et aller vers une logique un peu plus excellente. Je n'ai pas cette envie-là, je ne sais pas comment on arrive à la créer. Sinon, tout le monde va s'amuser effectivement à faire je copie, je colle et je scrolle ensuite. Peut-être le micro pour Charles. Ton point de vue, on va lui rendre le micro. On va prendre le micro, Charles. Voilà. C'est aussi interactif, donc vous participez, vous qui écoutez ce podcast, peut-être des bouts que vous entendez ou pas. On verra ce qu'on garde. Charles, ton point de vue. Il y a une chose importante, c'est qu'on oublie. C'est qu'avant de pouvoir dire que le résultat est bon, il faut avoir la connaissance. Typiquement, quand vous faites les premiers cours de physique, vous avez un résultat. Pour savoir s'il est bon ou pas, il faut qu'on vous ait donné des ordres de grandeur, des compréhensions de ce vers quoi la réaction va donner. Si on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire, on ne pourra pas analyser le résultat et on ne pourra pas dire si la réponse est bonne ou pas. Donc il y a encore cette partie de recherche, de méthodologie qui sera toujours nécessaire à enseigner pour se dire derrière, oui, effectivement, je peux aller sur ChatGPT et faire la recherche. J'ai un exemple, on parlait de Wikipédia tout à l'heure à juste titre, qui est beaucoup plus fiable aujourd'hui. Il fut une époque où en fait n'importe qui pouvait écrire n'importe quoi sur Wikipédia et l'étudiant malheureux qui pensait que c'était une vraie source d'informations fiables, il allait dessus et il se disait, bah voilà, je pense ça pour vérité absolue. J'avais un prof qui s'était amusé, en physique, U égale RI, la tension est égale à la résistance fois l'intensité de l'électricité. C'est un truc qui est basique de basique. Et ce prof s'est amusé à aller sur Wikipédia et à changer en mettant U égale R sur I. Résultat, au moment de l'examen blanc, et la moitié des copies étaient avec la fausse formule. Parce que certains s'étaient dit, je ne vais pas regarder mes cours, je vais aller sur Internet. Et bon, plusieurs, on a pu vérifier, ils étaient allés sur Wikipédia. Sauf que, n'ayant pas retenu ce qui avait été dit en cours ou la logique qu'il y avait derrière, du coup, ils sont arrivés avec un résultat faux et tout le raisonnement derrière est allé faux. Alors, en maths, c'est facile de voir l'effet papillon si au début le calcul est faux, mais imaginez dans la vraie vie,
Et là, on peut aller plus loin sur effectivement la capacité des étudiants, comme disait Hubert, à pouvoir challenger ou essayer de se dire attendez, monsieur, ce que vous dites, ChatGPT, il dit l'inverse. On a aujourd'hui, quand même, sur des plateaux télé de médias de masse, des gens qui disent que ce qu'ils disent est vrai parce que ChatGPT leur a dit que c'était ça. Ça fait réfléchir sur les sources d'information et la capacité de questionner le résultat et la source. Alors, ça, c'est la vérité selon ChatGPT. Je vois deux choses. Tu parlais d'expérience. Comment on arrive à donner l'envie de cultiver une expérience à des gens qui n'en ont pas. C'est compliqué. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'avec l'IA, il y a plein de tâches qu'on pouvait donner. On a tous commencé des jobs. Moi, à mon époque, mon premier stage, c'était un stage photocopieuse, comme on appelait. Hein. Finalement, c'était ça. Et puis, petit à petit, avec les années, j'ai écrit des trucs qui étaient photocopiés. Donc, j'ai vachement progressé. Mais ça, il y a ce temps-là d'appréhension, d'apprentissage, d'expérience. Aujourd'hui, on voit qu'un ChatGPT, finalement, c'est comme si on avait 1000 stagiaires avec nous pour nous aider, ou 1000 alternants. Ils ne savent pas tout faire, ils font des conneries, ils font des erreurs, mais comme des stagiaires ou des alternants en font, et c'est normal, ils démarrent. Qu'est-ce qu'on fait en termes d'éducation pour aider ces jeunes d'abord à rentrer dans la société et puis à être prêts pour des métiers qui n'existent pas encore? Tu as 45 secondes. C'est sympa, hein, vraiment. Merci PPC. C'est un cadeau. C'est cadeau, c'est pour moi. Bon, nous, on est en train de revisiter aussi nos journées d'intégration pour intégrer toutes ces données-là, toutes les soft skills, hein, l'utilisation de l'IA, mais encore une fois, on n'a pas encore toutes les clés, donc je ne vais pas pouvoir dire comment on fait. Je n'ai pas la solution. Mais ça, j'entends, et je ne te demande pas de dire on a trouvé la solution, parce que ça bouge tellement vite que bien sûr que c'est très complexe, mais quelles sont les grandes pistes sur lesquelles vous travaillez? Vous dites, bon, là, il y a ces voies-là, ces endroits un peu stratégiques sur lesquels il faut investiguer, co-construire. Ça passera peut-être par une co-construction avec les profs et les élèves aussi, je ne sais pas. Alors tout à l'heure, Hubert parlait de la recherche. Bon, nous, on a des enseignants qui travaillent sur le sujet de l'IA et donc qui travaillent aussi sur la façon d'enseigner l'IA et tous les enjeux, on va dire, contemporains. Donc je pense que le fait que les équipes se mettent en mouvement, travaillent sur ces sujets-là, ça va accompagner le mouvement des étudiants vers le sujet également. Alexandre, toi, tu accompagnes certains dirigeants sur ces sujets justement d'IA. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu du reverse mentoring à l'envers. Tu parlais tout à l'heure de curseurs, d'outils aussi qui permettent de faire du développement. Alors, je ne sais pas si tu peux le citer, mais tu as accompagné des DSI pour leur faire un petit électrochoc, leur montrer qu'on peut faire une appli en quelques heures, c'est ça? Ouais, il y a vraiment deux phases. Il y a vraiment le côté où il y a un grand changement et effectivement, une DSI, tu peux leur montrer que tu peux faire des applications qui sont vraiment scalables très facilement avec du vibe coding. Et c'est moi qui le fais, sachant que je n'y connais rien à la tech. Je sais juste faire du HTML. Mais genre changer une typo, donc vraiment on n'est pas très bon. Donc ça je le montre beaucoup, et en fait l'autre point d'ailleurs je voulais en parler, c'est le côté où moi ce que j'essaie vraiment d'implémenter dans les entreprises et à tous ces leaders en fait, c'est l'importance du mix générationnel. C'est qu'en fait aujourd'hui si on veut faire de l'IA, si on fait pas appel aux jeunes, ça marche pas trop non plus en fait, parce que les outils d'IA sont faits par des Gen Y avec des codes des digital natifs, et digital natifs c'est Gen Z. Donc en gros si on veut faire de l'IA dans n'importe quelle boîte, si on ne prend pas de jeunes, ça va être très complexe parce qu'en fait on n'aura pas les bons codes. Parce qu'au vu des évolutions, il n'y a jamais eu autant de tech qui sortaient tous les jours. Il n'y a que les jeunes qui sont super agiles avec les réseaux, etc., avec le web, qui vont pouvoir avoir l'affinité dessus. Et après, il faut les plus seniors pour avoir l'expérience. Et donc, il y a vraiment ce côté importance du mix générationnel qui est le plus important à faire. Donc, j'accompagne pas mal de boîtes là-dessus. Et l'autre axe, c'est que du coup, moi, je suis en charge de l'innovation et de l'IA chez TGV, un petit groupe français, SNCF. Il y a un point super important qu'on a, c'est que maintenant, on fait plein de partenariats, avec Centrale Supélec, par exemple, parce qu'on veut directement prendre ces jeunes pour qu'ils nous aident qu'on ait leur vision, leur compréhension. Donc, on part quand même vachement sur les techs, mais c'est eux qui vont nous aider à bien implémenter l'IA. Et surtout, on prend des promos entières, ce qui fait qu'on va leur donner plein d'outils pour aller beaucoup plus loin et creuser des choses qui, peut-être en cours, ils auront des projets, mais là, on leur donne des vraies problématiques d'entreprise et ça leur permet d'aller encore plus loin. Comme prendre beaucoup de stagiaires de 42 aujourd'hui, ça les motivera encore plus à aller sur l'IA, à aller beaucoup plus loin. Et là, je pense que la meilleure phrase, c'est juste de se dire qu'en fait, l'IA, c'est majoritairement open source. Alors qu'aucun leader dans le corporate ne comprenne que l'IA en fait ça coûte pas cher et c'est presque gratuit, parce que nous on connaît que la surcouche contre AWS, Azure, Microsoft, etc. Alors qu'en vrai c'est de Hugging Face, c'est de l'open source, c'est du GitHub, et ça c'est la réalité de l'IA. Alors moi, pourquoi les leaders des grands corpos ne le savent pas?
peut-être qu'il y a toute une phase. Je vois une tête dans la scène qui hoche la tête, qui dit « Ouf, pas d'accord, un point de vue différent ». Jean-Philippe, attends, non, vas-y. Oui. Le son de cloche que j'entends, c'est qu'il y a aussi beaucoup de scènes qui viennent rattraper tout ce qu'a fait l'IA mal, parce que ça a été implémenté à l'arrache, que je vois des gens monter des startups en linkant 5 services en même temps, pas de problème, et puis en termes de GDPR, aucun problème. La data, elle transite par les 3/4 du tour de la Terre. Et donc ça pose des catastrophes pas possibles en termes de résultats de logiciels implémentés. Donc c'est bien pour le premier niveau, pour la base, etc. Ça nécessite quand même un peu de... Donc tu dis attention aux vendeurs de POC en fait, c'est ça, c'est à peu près ça. Mais attention à tout le monde qui se lance justement à fabriquer des logiciels en disant c'est révolutionnaire à coup de GenAI marketing. Ouais. Et à derrière donner des trucs qui sont mis en prod avec des vraies personnes qui vont donner leurs données et ça part dans tous les sens. Et après il faut rattraper. Et quand il faut rattraper, là ça coûte cher. Donc là, si j'entends ton point, je partage le point, je ne sais pas si tu as raison, mais je le partage. Ce que je trouve intéressant, toi Fabienne, est-ce qu'une des pistes, c'est pas aussi... Oui, non, mais Fabienne, elle n'est pas venue pour rien. En plus, c'est elle qui nous accueille. Non seulement elle n'est pas venue, c'est nous qui sommes venus la voir, pas pour rien. Voilà, on est venus te voir, pas pour rien. Non, mais est-ce que une des solutions, on parlait des profs, des écoles, des enseignants, ce que disait Alexandre, les entreprises aussi, c'est quelque chose avec lequel il y a une co-construction à faire, ce que vous faites? Alors, les entreprises, elles attendent surtout de notre part qu'on forme les étudiants à bien utiliser l'IA, à savoir ce qu'elle va apporter comme gain de temps dans l'entreprise, gain de productivité. Donc, le partenariat avec les entreprises, il se situe plutôt à ce niveau-là aujourd'hui. Ok. Alice, comment tu réagis à tout ça? Alors, j'ai eu plein d'idées différentes. Ouais. Mets le micro face à toi, ouais. Ça sera plus facile. Déjà, l'utilité... Enfin, non. Déjà, pour revenir sur le côté générationnel, que je partage pas du tout. Le premier... chouette. Bravo. Mater les cheveux blancs. T'étais le premier à dire que toi, quand tu te comparais, par exemple, à tous les autres élèves de ta classe, t'avais vraiment des usages très différents. Donc, comme quoi, c'est pas qu'une histoire d'âge. Moi, je vois, j'ai un père qui m'a eu tard et qui était un vrai nerd. Et donc, je pense que c'est quand même vraiment une philosophie, état d'esprit, plus qu'une histoire d'âge. On va pas faire la moyenne de tous ceux qui sont de ce côté-là de la pièce. Et voilà. Autrement, ce que je vais revenir sur le temps gagné. Un peu comme il y a quelques années, quand on a vu tous les outils cloud apparaître et qui permettaient mais vraiment des choses hyper différentes, de l'organisationnel façon Trello au détourage d'images en Remove BG Pouf en une seule seconde. Tout ça, ça permet de gagner du temps. Et après, ce qu'il faut vraiment se demander, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps gagné, de ce temps de fameux cerveau disponible. Et c'est là qu'il faut avoir eu un bon prof qui t'a appris vraiment à te donner envie, justement à faire germer cette créativité, notamment quand on est prof. Je pense que c'est beaucoup parce qu'on a eu un prof dans notre vie qui, un jour, alors qu'on était même des fois nuls dans la matière, mais on adorait ce prof, on mangeait ce qu'il disait et il a créé en nous ce truc. Et quand on arrive à créer ce truc, je pense que c'est là, après, qu'on a l'envie d'en savoir plus et de se former. Et justement, moi je vois en marketing, quand on parle de positionnement, c'est vrai qu'on dit pour qu'un positionnement il soit réussi, il faut l'attractivité, plein de critères, mais il y a la différenciation. Et tu parlais tout à l'heure des recettes de cuisine. Si on fait tous la même recette de cuisine, on a tous le même plat à bouffer au bout, et c'est celui qui va se dire et si je mettais un peu de safran, ou le truc qu'on n'a jamais vu et qui va faire cette vraie différence. Mais là, on revient sur l'envie. Si on prend l'univers des créatifs, on va dire qu'il y a deux catégories. Il y a ceux qui au secours, on va se faire bouffer à l'ancienne. Et il y a ceux qui se disent chouette, je vais pouvoir aller beaucoup plus loin dans mon métier. C'est de la curiosité. Il est vrai. C'est pas une question de pognon. Hein. C'est pas. Je reviens sur ton truc, Hubert. C'est pas parce qu'on les paye plus. Hein. C'est parce qu'en fait, ils ont toujours cette soif, cette envie d'aller plus loin, de vouloir exprimer leur art, d'avoir cette niaque. Non, mais c'est les vrais. C'est les vrais. Alors je sais pas. Ça veut dire qu'à l'ère de l'IA, c'est que les vrais qui vont gagner. Ati. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je voudrais revenir déjà sur certaines choses. J'ai l'impression qu'on passe à côté d'un des enjeux de l'IA. C'est qu'il y a quand même aujourd'hui des étudiants qui sont en master ou qui sont dans des études longues où on a les premiers ChatGPT, LLM qui sont sortis il n'y a finalement pas si longtemps que ça. Et quid de ces étudiants dont les métiers changent drastiquement à l'heure actuelle et qui vont sortir avec un diplôme dans 6 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, plutôt la temporalité, et auquel on n'aura pas fait cette intégration de l'IA. Et finalement, on se retrouve dans des secteurs, tu parles de marketing, tu parles de graphisme,
qui vont se retrouver bouchés. Il faut dire ce qui est. Moi, aujourd'hui, j'ai des étudiants qui m'écrivent en me disant « Oui, à ton avis, je suis en marketing, vers quoi je dois me tourner ?» Vers la cybersécurité et Python. Parce qu'en marketing, non, mais il y a quand même toute cette part d'étudiants qui, aujourd'hui, est formée sans intégration de l'IA à leur programme scolaire, où c'est soit tu te démerdes et tu vas dans la fosse au lion et tu apprends toi-même, ou ton diplôme te servira à rien, ou à quasiment rien, ou sur une promo de 50, il y en a un qui arrivera à faire un truc un peu sympa, ou s'il arrive à se positionner pas en tant qu'opérationnel et technicien, mais vraiment, on va dire, à monter la barre, comme Hubert le disait tout à l'heure. Il y a toutes les personnes qui sont actuellement en poste qui vont avoir des changements drastiques aussi dans leur métier, et il faut pouvoir les prendre en compte, ces personnes-là qui sont déjà peut-être des adultes, qui ne sont plus sur les bancs de l'école. Comment on les éduque aussi, eux. Il y a toute une part des métiers qui va changer. Et aujourd'hui, on n'a pas un accompagnement nécessaire auprès de ces publics-là qui permettra d'avoir des métiers qui évoluent. Et si on continue, on va avoir une fracture énorme entre ceux qui prennent le train en marche et ceux qui vont rester sur le quai. Donc il dit qu'il y a un enjeu énorme d'inclusion, d'accompagnement, d'éviter que des générations qui se retrouvent lancées dans une vie et se prennent le mur dans 4 mois, 5 mois, 6 mois. Tous ceux qui ont leur diplôme cette année et dont les programmes scolaires n'ont pas intégré l'IA et qui se sont retrouvés l'année dernière en se disant « Tiens, ChatGPT, on entend ça sur TikTok ou sur Instagram, je vais aller tester. » Et puis en fait, finalement, ChatGPT, la seule chose pour laquelle on l'ouvre, c'est pour lui demander comment je fais une tarte si je veux pas mettre d'œuf dedans, quoi. Aujourd'hui, si j'ai pas de réel programme qui me dit, dans mon métier, comment l'IA peut m'aider à passer au stade supérieur, à être plus productif, à être plus intelligent, à faire les choses de manière plus précise, plus rapide. Aujourd'hui, je serai moins compétitif que quelqu'un qui n'a pas forcément ce diplôme-là, mais qui, de base, a intégré l'IA dans ses process, l'a testé jour après jour, pour voir comment l'utiliser correctement. Pour être un peu piquant, ça veut dire que c'est une faute professionnelle du monde enseignant ? Faute professionnelle, je ne pense pas, parce que c'est quelque chose de nouveau pour tout le monde. Et aujourd'hui... Non, mais ça excuse pas. Mais en fait... Non, pas forcément. Si on prend le fond de leur job, le why, à quoi ils servent... Les professeurs ne choisissent pas du programme scolaire. Oui, merci. C'est pas eux, en fait. Mais le problème, c'est nos ministères, et c'est l'État, et la façon... Bien sûr. N'insultez pas les gens qui sont pas là. Qu'est-ce qu'ils en pensent, nos enseignants qui sont là ? Je sens que je me fais des ennemis. Mais des ennemis. Hubert, le thème de ce soir, c'est éduquons. D'ailleurs, on a fait une faute d'orthographe parce qu'on n'a pas écrit comme il fallait. QONS. Donc, éduquons. Il n'y a pas que l'école qui éduque. Il y a la famille, il y a les parents, et il y a soi-même, sa propre curiosité. Comme le dit Hattie, quelqu'un qui sort de l'école et qui se dit « Moi, j'ai mon diplôme en poche, je peux afficher mon diplôme, c'est tel rang et je prétends à tel salaire », il se fourre le doigt dans l'œil. C'est fini, non ? C'est ça. Il faudrait avoir l'honnêteté de leur dire c'est des conneries. Il faut qu'il aille faire des certifications chez Google pour GA4. Il faut qu'il aille faire des certifications à la OpenAI Academy pour se montrer qu'il sait servir de l'IA. Et ça, c'est pas l'école qui va lui fournir. Le temps scolaire de faire des programmes, de former les profs, de faire des syllabus et de faire des référentiels à la con. Dans tous les sens, et d'être Calliope, etc. Calliope, avant qu'ils entendent parler de l'IA, mais on sera tous à la retraite. Donc, dans l'éducation, il n'y a pas que l'école, il y a aussi soi-même, sa propre curiosité et sa volonté d'aller chercher des certificats à droite. Et le rôle des profs, c'est de donner envie d'aller se former ici ou là et de dire il existe des académies privées, il existe 42, il existe le wagon, il existe des bootcamps, il existe des Google, des OpenAI qui peuvent vous former soit gratuitement, soit pour... tout à l'heure, on parlait de Harvard et des cours de chez Coursera et des cours... chez edX et Open Classroom, il y en a des centaines qui font d'excellentes formations. Et il faut aller ici aussi pour compléter l'école. Si on se contente d'une école et d'un diplôme, c'est cramé, désolé. Non mais je sais que c'est compliqué parce que cette transformation, finalement, moi je fais partie de cette génération où on était formé à répéter le cours. Il fallait qu'on l'apprenne, il fallait qu'on le régurgite. On ne demandait pas d'être intelligent, on peut à la limite peut-être même pas de l'avoir compris. Il fallait qu'on puisse le réciter. La génération perroquet, aujourd'hui, c'est ChatGPT qui sait le faire de façon encore plus fluide. Il y a une main qui s'est levée, je vais lui passer le micro. Vas-y, tu voulais rajouter quelque chose ? Vas-y. Juste un petit point, c'est-à-dire qu'il y a l'éducation, je dirais, que l'on fait pour rentrer dans la vie professionnelle, mais il y a aussi l'éducation qu'on va faire tout au long de sa vie professionnelle. C'est-à-dire que
Moi, depuis que je suis sorti de mes études, j'ai fait au moins 3 formations différentes sur des choses qui sont en relation avec le design, mais qui sont un pas à côté parce qu'il y a des besoins. Et en fait, l'idée de s'éduquer, de se servir de l'IA, c'est aussi libérer du temps et se dire que ce temps-là, on va pouvoir le passer pour travailler avec les autres, parce qu'on travaille avec les autres. Je ne suis pas devant mon ordinateur avec ChatGPT pour faire mon travail. J'ai des clients, j'ai des gens avec qui je vais devoir collaborer pour monter un projet, pour développer un projet. Et en fait, si l'IA, moi, me permet de gagner du temps par rapport à certaines choses, c'est du temps que je vais pouvoir passer à discuter, à rentrer en plus dans les fonds des choses, peut-être à aller voir, interroger plus les clients pour comprendre, c'est une partie de sociologie, mais c'est aussi une partie de comprendre et que chacun puisse apporter des pierres. Et l'IA, pour moi, c'est quelque chose qui va me permettre de me débarrasser de choses que je n'aime pas. Exemple, un tableur Excel. Voilà. Oui, parce que je pense, j'ai l'impression que si tu veux, le temps que tu peux gagner par l'IA, tu aurais pu le prendre pour aller à la piscine ou à la plage. Et là, j'ai l'impression que ce que tu fais, c'est que tu as le courage de dire, je vais aller escalader la montagne, je vais grimper un peu plus haut, je vais essayer de monter un peu plus en excellence sur ton métier. Oui. Ça c'est avant de te passer le micro, parce qu'il y a une main qui s'est levée dans la salle. Ça s'apprend, ça, ou ça s'apprend pas? Très bien, ça s'apprend, ça. C'est possible d'apprendre ça ou c'est foutu? En fait, non, mais je pense qu'il faut qu'on apprenne aux étudiants à être adaptables, puisque, en fait, on le disait tout à l'heure, les métiers de demain, on les connaît peut-être pas encore. Donc, nous, notre idée, d'abord, on intègre quand même tous ces enjeux-là dans nos maquettes pédagogiques. Elles bougent quand même, les maquettes pédagogiques. C'est pas encore tout à fait cramé. Mais voilà, c'est peut-être aussi apprendre aux étudiants à travailler différemment, à être toujours adaptables. Je pense que c'est ça la solution pour demain. Alexandre, tu leur dis quoi à tes copains qui s'occupent même pas de l'IA? Tu leur dis que tu leur dis on va boire un coup, c'est foutu, et du coup je les laisse aller boire un coup tout seul. Parce que moi, justement, toi, tu scrolles pas, j'étais obligé d'arrêter de scroller si je voulais pouvoir faire ce que je voulais faire, parce que j'ai les opportunités. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on en parlait, t'en as parlé super bien. Toutes ces formations, en fait, le marché est déjà bouché. Mais même avant ChatGPT, déjà le marketing digital, le truc est bouché sur Paris depuis très longtemps. Même Le Monde en parle, quand même dans ses reportages, et Le Parisien aussi. Quand on prend cet exemple-là, c'est assez fort. Et en fait, avec l'IA, ça permet juste de sortir de ce lot. Alors, on le sait tous, à un moment, quand on recrute un humain, on recrute pas non plus juste une ligne. Sur la plupart des boulots quand même. Et donc, comment on fait en tant que jeune de pouvoir avoir un diplôme, super, j'ai fait des études, et comment je peux m'upgrader et réussir à sortir un petit peu de la pile de base? Si tout le monde fait ça, ça va faire beaucoup de piles, mais au moins, à un moment, le but, c'est d'avoir un boulot, c'est pas non plus de savoir que l'ensemble. Et donc, pour se différencier, aujourd'hui, avec l'IA, on peut clairement se différencier. Moi, ce que je leur dis, mais c'est un peu bête ce que vous faites, parce que déjà, vous galérez beaucoup à avoir des jobs en ce moment, ils ont tous du mal, le digital, c'est quand même bien bouché, mais là, ça vous permet d'aller encore plus loin, de prendre un sujet qui vous plaît, creusez-le à fond, faites un self-branding autour, et faites en sorte de sortir de la pile le jour où vous allez chercher un job. Et donc, c'est une belle opportunité qui est ratée pour certains. Donc, prenez-vous en main, c'est un peu le sujet. Ouais. Vas-y, je te passe le micro, vas-y. J'avais une question qui s'adresse peut-être plus à l'équipe de SUBDV et aux gens qui recrutent en entreprise. Pas plus pour rien, Fabienne. Est-ce qu'il y a un des effets collatéraux de l'IA sur les jeunes générations, et notamment les étudiants qui sortent de formation, donc plutôt les Bac plus 4, Bac plus 5, ne serait pas justement de poser un problème? Parce qu'un de mes amis qui a une boîte dans la com et le management me dit, mais en fin de compte, on prend de moins en moins d'apprentis et d'alternants parce qu'on n'en a plus besoin. Avant, on leur faisait faire des petites tâches qu'on a intégrées avec les IA, et avant, on avait 30 alternants, on n'en a plus que 10. Et l'an prochain, il n'en aura plus que 5. Je voulais savoir si c'était vrai ou pas, parce qu'après tout, il n'est pas sûr d'avoir toujours raison. Et donc, ça m'interpelle quand même aussi sur le processus de formation des jeunes. Je crois que c'est pour toi, Fabienne, mais peut-être que Alice pourra aider aussi, pourra t'aider. Tu as une amie, tu peux faire appel à Alice. je vais laisser Alice parler, mais nous, on ressent pas encore ce que vous décrivez, c'est-à-dire que les jeunes qu'on recrute trouvent leur alternance, ont des missions intéressantes, donc on ne ressent pas encore cet effet-là, et on va faire en sorte de les préparer pour qu'ils puissent sortir du lot, comme disait Alexandre. Et voilà, pour l'instant, on n'a pas
On ne regarde pas tout ça, on ne voit pas tout ça. Alice, tu veux compléter peut-être un petit peu ? Oui, dans les 2 écoles dans lesquelles je me trouve, après c'est vrai que c'est des écoles professionnalisantes aussi, donc c'est pas encore quelque chose que l'on ressent. On voit plus des difficultés pour trouver des stages, des simples stages où effectivement les entreprises, avant justement les stages photocopie, maintenant qu'il n'y a plus trop besoin de ces tâches niveau photocopie. Surtout qu'il n'y a plus de photocopie ou quasiment pas. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit niveau 2, qui vont être justement faites par l'IA, ils vont juste voir ça comme une charge, c'est-à-dire il faut prendre du temps à consacrer à ce stagiaire et faire ça bien, etc. Mais autrement, non, sur les choses un petit peu longues, on ne voit pas encore le problème apparaître. Ati, tu voulais réagir ? Je suis complètement d'accord avec Alice et il y a quelque chose déjà qui est problématique en entreprise, c'est le fait de prendre un alternant plutôt qu'un employé. Donc, on prend un alternant en s'attendant à ce qu'il sache déjà tout faire et on n'a rien à lui apprendre et à lui apporter. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Il y a beaucoup de... typiquement encore aujourd'hui... Tu l'abores ou tu l'adores ? J'adore. J'adore. Non, mais aujourd'hui, j'ai encore reçu un mail d'un étudiant en marketing qui me disait, je suis alternant dans une entreprise, sauf que personne n'a rien à m'apporter, parce qu'en fait, ils m'ont pris pour faire leur boulot, mais j'ai pas de référent en marketing. J'ai des questions, est-ce que tu peux m'aider ? Alors, c'est moi qui vais faire le boulot du formateur, parce qu'une entreprise a pris un alternant plutôt que d'embaucher quelqu'un. Premier problème. Deuxième problème, effectivement, c'est que vu que ces entreprises-là se rendent compte que les alternants, il faut les former, ils sont là pour apprendre. Et demain, on leur dit ChatGPT répond à toutes tes questions, te pond une stratégie marketing, telle IA te génère des posts sur les réseaux sociaux et telle IA va te faire des vidéos animées. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui pouvaient embaucher des alternants, peut-être pas pour les bonnes raisons, mais qui vont se tourner vers l'IA. Mais pas que au niveau alternant, au niveau salarié aussi, et au niveau entrepreneur et prestataire. Alors, ça rejoint un petit peu la réflexion du départ, de dire n'importe qui se lance en entreprise, dit qu'il va te créer un logiciel grâce à telle IA. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'entreprises qui pensent pouvoir faire tout toutes seules, grâce à ChatGPT, grâce à, que sais-je, en termes d'IA, et se retrouvent avec des résultats qui sont médiocres, parce que elles ne sont pas parfaites en tout, elles font encore des erreurs, et qu'on refinit avec tous la même recette sans safran. Et de fait, il y a une vraie problématique de ce côté-là, de la conscientisation par les entreprises aussi, qu'une IA n'est pas parfaite, ne remplace pas un être humain, mais aussi peut-être aussi une éducation sur comment on accueille correctement un alternant. Il va y avoir un retour. C'est-à-dire ceux qui ont pensé que ce serait super facile vont se prendre un retour de Satan de pas tant que ça. On le voit aux US, il y a des boîtes qui ont viré plein de gens dans les centres de relations clientèle en disant que les machines allaient faire des trucs et tout. C'est top. Et puis finalement, ils sont en train de se dire, oh là, le sujet c'est comment je crée une préférence de marque. Et si les gens n'ont pas envie de travailler avec une IA. Certains commerciaux, d'avant-vente se font disrupter par des IA qui savent faire du télémarketing, tel qu'on pouvait le faire. Moi aussi, j'ai fait du télémarketing le soir, j'appelais les gens chez eux pour les questionner. C'était pas super facile. Ça, maintenant, des machines le font. Le problème, c'est faire le closing. C'est pas l'IA qui va faire le closing. Donc, ça change aussi dans la chaîne de valeur des étapes de vente. Fabienne pourra nous en parler longuement. Moi, j'ai l'impression qu'on peut aussi s'en sortir si dans son métier, on réfléchit plutôt en réfléchissant service. C'est-à-dire à quoi je sers et qu'est-ce que je peux apporter aux autres. Et si on réfléchit en termes de service, je pense que la créativité, elle est juste géniale. Les outils vont bouger, vont changer, mais si on met le service au centre, c'est vachement bien. Tu prends des gens qui sont des artisans, qui aiment le geste. Ils n'ont pas une ambition d'être super millionnaires. C'est pas ça le sujet. Mais ils aiment. Il y a des gens qui aiment être cordonniers ou chausseurs. Et c'est hyper respectable, mais ils aiment le faire vachement bien. Donc ils sont en recherche du geste, de l'excellence. Ils n'ont pas besoin d'être payés plus pour être curieux. Tu vois, pour être curieux, pour tester des choses, c'est comme un cuisinier. Est-ce qu'il est payé plus pour aller tester tel ou tel ingrédient nouveau ? Il vit avec sa passion, en fait. Alors après, est-ce qu'il peut en bouffer, je dirais, parce que financièrement, il s'en sort. Mais c'est comme un chanteur, un artiste, en fait. Il n'en vit peut-être pas. Mais je pense que c'est cette curiosité, ce sens du service qui peut être une piste. Je ne sais pas si c'est la piste, c'est très compliqué. Fabienne ? Non, je vois Hubert et...
Hubert est prêt à dégainer, je vais en prendre plein la gueule. En fait, tu fais le pari de Pascal en n'insultant pas l'IA de peur qu'elle te le rende demain. Moi, j'ai insulté personne, on ne sait jamais. C'est une bonne chose. Prudent est mon troisième prénom. Pour compléter ta question, derrière l'IA, il va y avoir toute la révolution robotique et cobotique. Et les gens qui n'auront plus de travail lié à l'IA, il y en aura encore plus demain qui n'auront plus de travail lié aux robots. Si on prend les robots Tesla Optimus, on en prévoit 30 000 cette année, 300 000 l'année prochaine, vrai, pas vrai, peu importe. Si c'est pas Optimus, ce sera quelqu'un d'autre. Et donc on retombe sur une idée qui est complètement politique et sur laquelle je ne prendrai pas parti, qui est celle du revenu universel et de l'imposition de l'IA, du statut d'OpenAI. Est-ce que c'est une free, pas free, et est-ce que open, pas open, et est-ce qu'ils vont payer un impôt spécial qui va permettre de rémunérer, qui va permettre, pareil sur les robots, parce qu'on va avoir un impôt sur les robots qui va permettre de rémunérer les jobs qui sont remplacés par des robots, et pareil pour l'IA. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puisque la question de l'argent n'arrête pas de revenir sur la table... C'est toi qui l'as posé, c'est toi qui as posé. Je voudrais quand même faire un petit topo sur l'économie de la connaissance, l'économie de l'IA. Et l'économie de la connaissance, elle veut le partage open et universel de tout. Alors, et je suis le premier partisan de ce qu'on appelle le copyleft, l'opposé du copyright. Moi, je ne copyright rien du tout et je donne à tout le monde mes bouquins, mes écrits et tout ce qui s'ensuit parce que c'est comme ça que ça va avancer. Mais néanmoins, il faut bien qu'il y ait une économie à la base. Il faut bien que le prof ou l'écrivain ou le chanteur ou le cordonnier soit rémunéré à sa juste valeur. Et donc, un cordonnier de chez Echung, de chez Dunlop, de chez Berluti, de chez Hermès, qui fait extrêmement bien son travail, il doit avoir une bonne rémunération de son travail. Et après, le robot qui copiera, il payera une taxe qui permettra de remplacer le job des autres. Mais il y a une économie néanmoins, et le prof, il faut le payer plus que ce qu'il est payé aujourd'hui pour qu'il puisse mieux partager. C'est pas pour qu'il puisse gagner plus, pour qu'il puisse partager et vivre de son partage. Je pense qu'il y a un ami qui me disait quand on voit ce qu'ils foutent, ils sont payés comme ça. Voilà, tu remarqueras, PPC, le réflexe français de la taxe. Tout de suite. Non, une de plus, si tu veux. Alors qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire une taxe, créer de la valeur, les gars. C'est bon. Une question dans la... Jean-Emmanuel, je t'ai vu prendre le micro. C'est vrai que... Quand on parle d'éducation, on parle aussi, on parle de société, parce qu'on crée la société, l'éducation crée la société de demain. Or, aujourd'hui, on court après l'IA, c'est-à-dire on court après un outil. C'est quand même ça qui est fantastique, c'est-à-dire que l'IA c'est un outil qui peut nous apporter des choses, qui peut nous permettre, tu parlais tout à l'heure des comptables, si le comptable aujourd'hui il n'a plus à faire son bilan et que qu'est-ce qui va lui rester ? Il va lui rester ses clients. Parce que les clients, ils viennent voir un comptable parce qu'ils ont un problème, parce qu'ils ne comprennent pas les chiffres, parce qu'il y a des choses qui leur font peur. Et le comptable, il va pouvoir leur dire, attendez, je vais vous expliquer, c'est pas si compliqué. Je vais vous expliquer comment placer votre argent pour que, à la fin de l'année, peut-être que ça va vous permettre d'en gagner un peu plus. Donc du service. Il y a une... Ça, c'est l'expert comptable, mais c'est pas le comptable. L'IA sera capable de faire le métier de l'expert comptable. Parce que là, on va déplacer un peu le problème. On va arriver à un certain niveau où l'IA n'est pas encore capable. Mais en fait, l'évolution, elle va continuer. Et du coup, elle sera capable de faire ce que l'expert comptable pourra faire. Et ainsi de suite. Et du coup, l'expert comptable, à un moment, il va disparaître. Mais est-ce que c'est pas attrape-moi si tu peux ? C'est-à-dire qu'on court plus vite. Est-ce qu'il ne faut pas courir plus vite ? Est-ce qu'il ne faut pas courir plus vite que l'IA ? Attrape-moi si tu peux. Je pense que, de toute façon, on va atteindre un plafond où l'IA ne va plus avancer. Et du coup, aujourd'hui, on a l'impression qu'on s'est laissé dépasser. Et du coup, on est dans cette course, on est en train de courir. Moi, je suis un ingénieur de recherche. Et du coup, je suis en plein... je fais ça au quotidien. Et tout à l'heure, je t'ai entendu parler. J'ai l'impression que tu as une idée un peu trop idéaliste de la chose. Ça, c'était pour Alexandre. Le ch'poum. C'est vraiment vrai. Moi, je développe... Aujourd'hui, je suis capable de faire des choses... Le week-end, par exemple, j'ai une idée, je me dis, tiens, ça, j'ai envie de le faire. J'arrive au bureau le lendemain, je dis à mon responsable, tiens, j'ai telle idée, etc. Il estime que c'est trop, qu'on ne peut pas le faire. Je rentre chez moi le soir, avec tu n'utilises pas Cursor, j'utilise un autre outil qui s'appelle Klein. Ouais. Et en fait, en même pas 2 ou 3 heures, j'ai fait un truc incroyable qui m'aurait pris peut-être 2 ou 3 mois. Mais en fait, j'ai réussi à le faire parce que j'ai l'expertise derrière.
Et je pense qu'un novice, quelqu'un qui arrive au début, c'est très facile aujourd'hui de prototyper, d'avoir un petit truc qui marche super bien. Mais derrière, pour maintenir, c'est totalement impossible parce que l'IA, au bout d'un certain truc, il commence par ne plus fonctionner. Et moi, je suis obligé de faire un travail, je peux passer 2 ou 3 heures à faire des choses très complexes. Et à un moment, je lui ai laissé, je lui ai donné la main. Il me dit, ah bah tiens, je pense que c'est intéressant de modifier tel fichier, d'ajouter des trucs. Je regarde, je dis, ok, bah c'est pas mal. Et il rajoute plein de codes. Je lis le code, je me dis, ah bah tiens, il m'a appris des choses. Je savais même pas que c'était possible de faire ça. Moi, tant que ça marche, je continue. À un moment, ça fonctionne plus. Il peut pas débugger parce que sa fenêtre de contexte lui permet pas. Et du coup, je me tape 2 ou 3 heures ou 4 heures où là, je suis obligé de tout comprendre. Et ça, j'avais pas forcément envie de le faire. Et là, c'est parce que je suis un expert que j'ai réussi à résoudre le problème. Et du coup, aujourd'hui, on peut rapidement convaincre les chefs d'entreprise. Vous pouvez faire de l'IA, vous pouvez faire beaucoup de choses. Sortir l'époque très rapidement, mais derrière, je pense que c'est beaucoup plus complexe. Et je rejoins ce que monsieur, j'ai oublié son nom, Hubert a dit par rapport au revenu universel. Je pense sincèrement que c'est la solution. Et le problème avec l'éducation, c'est qu'on apprend, tu l'as dit tout à l'heure, on mémorise, en fait, on valorise la mémoire, mais on valorise pas la capacité d'apprentissage. Moi, je pense que l'éducation, ce qu'on doit essayer de faire aujourd'hui, c'est d'apprendre aux étudiants à apprendre. Ce matin, il y a un étudiant qui me dit, ah bah tiens, tu penses que je dois faire de l'IA, je dois faire de la cyber, je dois faire quoi? Je lui ai dit, mais aujourd'hui, là, tu as tous les gens ici, on est en train de faire de l'IA, c'est à la mode, etc. Mais mon métier, je suis sûr que ça va disparaître à un moment. Et donc, apprends juste à apprendre, choisis un truc qui te plaît, c'est que la passion qui va te rester. Mais tu vois, le chemin que tu as déjà fait? Par rapport à l'éducation, je pense que l'IA, on a un potentiel d'apprentissage qui est infini, qui est incroyable. Et ça, on s'en sert pas. Moi, je kiffe par exemple la physique quantique. Et je vois plein de trucs, plus de Willow de Google, j'essaie de comprendre. J'ai un background très scientifique, du coup, je comprends un peu. Je vois des vidéos sur YouTube, il y a un mec qui explique un truc qui n'est pas forcément vrai, parce que j'ai quand même essayé de lire l'article. Je vais sur Google, j'y arrive pas. Et je me pose 2 minutes avec mon IA, et petit à petit, on plonge dans les concepts. Pareil, il y a la puce marijuana. Je sais même pas c'est quoi une particule de marijuana. Je vais avec ChatGPT, ok, là, tiens, il y a ce papier, j'ai essayé de le lire, mais j'arrive pas à le comprendre. Ok, on divise étape à étape. Et il m'explique un truc. Ah tiens, il me dit à un moment, il me parle de photons. Je dis, je sais ce que c'est qu'un photon, mais je suis pas sûr. Ok, on explique. Finalement, il me dit, s'il n'y a pas de photons, il n'y a pas de lumière. Je me dis, mais comment ça, s'il n'y a pas de photons, il n'y a pas de lumière? Ok, ça va fabriquer dans le soleil. Je sais pourquoi ma lumière, quand je fais ça, le photon, il vient d'où? Et il m'apprend, tiens, c'est parce qu'il y a le tungstène qui est à l'intérieur, qui est chauffé. Je connaissais même pas, je savais pas tout ça. Et du coup, j'apprends des choses, je plonge. À la fin de la journée, j'ai appris tellement de choses. Et je pense que les étudiants doivent voir l'IA comme ça. Et c'est parce que derrière, moi, il y a une certaine passion, il y a un truc qui m'attire dans le sujet que j'ai plongé. Et parallèlement à ça, quand je suis en train de travailler sur un sujet qui ne m'intéresse pas trop, où je veux juste le résultat, des fois, j'ai pas envie de comprendre. Je veux juste qu'ils fassent le truc et moi, je passe à autre chose. Et c'est ça qui pose la question de la passion. Bon, déjà, il faut faire évoluer les programmes et intégrer tous ces nouveaux outils. Ça, c'est une certitude. Maintenant, je pense que le rôle des enseignants, c'est aussi de développer l'esprit critique des étudiants, puis pas prendre toute l'information qui arrive, parce que les deepfakes, on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'IA ne raconte pas toujours peut-être la vérité. Juste entre optimisme et pessimisme, moi, je pense que, je sais pas vous, moi, j'aime bien encore parler à mes pairs, donc je pense pas que l'IA va remplacer ce que fait l'homme. On travaillera différemment, il va falloir qu'on apprenne à se transformer, à être souple et à changer nos méthodes de travail. Peut-être que ça nous apportera moins de stress, qu'on gagnera plein de temps pour faire les choses différemment et replacer l'humain au cœur de la société, parce que c'est bien l'IA, ça apporte plein de choses, on apprend plein de choses, mais en vous écoutant, je me dis, mais il y a autre chose. En fait, on est des hommes, on a besoin de la relation et peut-être qu'on va pouvoir gagner du temps et replacer la relation, l'humain. Et voilà, moi, je pense qu'elles vont nous apporter beaucoup, on va beaucoup se transformer et Dieu merci, l'humain restera au cœur de tout ça. Écoute, merci. Je suis persuadé que la richesse de nos échanges, de nos points de vue là, on l'aurait jamais eu avec une IA. Parce que l'IA a beaucoup de mémoire, mais elle n'a pas de souvenirs. Et je pense qu'il
les points de vue que vous avez donnés les uns les autres, et c'est pas fini. Le ChatGPT va lire notre podcast, il va avoir nos points de vue. Ouais, mais il comprendra pas tout, je pense, parce que d'abord il y avait des problèmes de son et tout ça. Mais je pense que justement c'est très riche, et je pense que il faut accélérer sur la relation humaine et sur le partage et sur l'échange. Méga opportunité pour remettre du pognon et de l'expérience dans le mortar, dans le physique, dans l'expérience. Dans l'expérience, oui, Mortar, ça parlera à ceux qui ont connu 95. Puis, vous savez, on vous envoyait des CD-ROM pour mettre Internet et tout ça. Brick and Mortar, mais je pense que le sujet, ça va être de remettre des trucs passionnants en physique. C'est une chance. On est dans une école, là, c'est génial. On n'aurait pas fait la même chose sur TikTok. Ça me permet de passer le micro à Ati. Je pense qu'il y a plusieurs sujets qui s'entrecroisent. Déjà, effectivement, on n'a pas tellement parlé de l'agentique, qui est aujourd'hui une nouvelle perspective et une nouvelle opportunité à travers l'IA. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA générative. C'est parce que c'est celle qu'on va utiliser le plus au quotidien pour ceux qui l'utilisent. Il y a quand même l'agentique qui fait ses premiers pas cette année et qui, mine de rien, va, et on peut le dire, remplacer en tout cas l'humain sur certaines tâches. Après, moi, je suis partisane de penser que la technologie va toujours plus vite que l'humain et que certains humains voudront toujours et préféreront toujours avoir affaire à d'autres humains. Mais c'est là où je pense qu'il va de nouveau y avoir une vraie cassure entre les personnes qui vont être sur le revenu universel, la relation humaine et pourquoi pas un système qui finalement nous met toujours en avant avec les tâches avec le moins de valeur ajoutée au niveau de l'IA. Mais il faut aussi mettre ça en parallèle avec des sociétés comme les leaders mondiaux qui sont aujourd'hui la Chine et les États-Unis, qui eux intègrent au niveau de l'éducation, pour revenir sur ce sujet-là quand même, intègrent l'éducation à l'IA dans leur programme d'éducation au niveau national dès le plus jeune âge aujourd'hui, avec Trump qui a signé ça à la fin du mois d'avril. Et finalement, eux auront des générations dès le plus jeune âge qui seront formées à l'utilisation de l'IA pour les bonnes ou les mauvaises raisons, pour la productivité ou pour resserrer les liens humains, pour ce que l'humain fait de mieux. Mais nous, on est en retard. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a les deux géants de l'IA, que sont la Chine et que sont les États-Unis, qui, eux, prennent ça en main à bras-le-corps. Et nous, qui sommes là à nous poser encore des questions sur qu'est-ce qu'on va faire de l'IA et qu'est-ce qu'elle va faire de nous. Waouh. Eh ben voilà, Alice veut réagir là-dessus. Vas-y, tu réagis et après Alice, vas-y. Quand tu parles de formation à utiliser l'IA, tu parles de quoi? Parce que moi aujourd'hui, je trouve pas du tout pertinent la question de la formation à l'utilisation de l'IA. Là, on est en face d'un outil qui est en train de tout révolutionner, et je pense qu'on doit simplement pouvoir aller vers cet outil. On a juste besoin d'aller vers ChatGPT. Ok, apprends-moi à utiliser tel truc. C'est quoi les tendances? Ok, je veux comprendre ça. Et petit à petit, tu apprends absolument tout. Oui, mais comme on le disait tout à l'heure, en fait, c'est une question de curiosité individuelle. Et la formation à l'IA que l'éducation devrait prendre en charge, c'est utiliser ChatGPT pour autre chose que lui demander quel gramme de sel je dois mettre dans ma recette. Ou pour lui éviter de lui dire qu'est-ce que je dois répondre, ou qu'est-ce que je dois répondre à ce mail parce que j'ai pas trop envie de me creuser la tête et j'ai pas trop de répartie. L'éducation à l'IA, ce serait simplement de pouvoir ouvrir notre esprit, mais c'est quelque chose qu'on peut faire de nous-mêmes. Mais pour ceux qui ne pourraient pas le faire d'eux-mêmes, quand même, leur ouvrir les yeux sur les opportunités que l'IA peut avoir, les risques aussi, à travers tout ce qui est deepfake. Après, j'ai pas la science infuse, certainement qu'il y a des formations plus intéressantes, mais il y a aussi dans ces métiers qui vont évoluer, quels outils il y a, comment les utiliser, dans quel cadre, quelles limites, quels risques. Je pense que c'est des choses où l'éducation doit intervenir quand même. Et aujourd'hui, les États-Unis ont signé ce décret-là dans un objectif de compétitivité. Et c'est là où aussi on voit la fracture entre tout ce qu'on veut de revenu universel et d'humain et les sociétés qui sont les géants aujourd'hui et qui font ça pour rester compétitifs, donc dans un esprit purement capitaliste qui vise à nous évincer. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Mais quoi? Si j'entends bien, finalement, est-ce que le sujet, c'est pas de former, à savoir se poser les bonnes questions, poser les bonnes questions? Parce que finalement, on a face à nous des outils qui sont redoutables sur les réponses. Et la clé, est-ce que c'est pas former à se questionner? Fabienne, avant juste que tu te partes, parce que je regarde aussi l'heure, parce que Fabienne a un train. Voilà. Oui. Et donc, ça sera peut-être ton mot de la fin, Fabienne. Si je veux pas que tu rates ton train. Oui, alors apprendre à se poser les bonnes questions, ça me paraît évident. Juste, je
je voulais parler un tout petit peu à Alexandre sur la nouvelle génération. Aujourd'hui, on envoie des mails aux étudiants, on leur dit, on vous a envoyé cette info, on vous a mis cette info à disposition, vous la trouvez là, 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 là. Ils disent, mais nous, on a trop d'infos, venez nous voir, venez en classe, venez discuter avec nous. Donc, je reviens sur l'humain, fondamentalement, je crois qu'ils ont besoin de ce lien, on a tous besoin de ce lien. Et donc, ce qui fonctionne aujourd'hui, on a plein d'outils, des LMS, des mails, on a de l'info partout, de l'info que les étudiants ne voient plus. Et ce qui fonctionne, c'est quand on vient leur parler, quand on vient créer du lien. Et je pense que voilà, c'est ça le métier de l'enseignant, c'est se poser les bonnes questions, créer du lien et voir ce que l'humain apportera, ce que la machine ne fera pas demain. Tu vas revenir dans ce podcast. Merci beaucoup. Merci. On va te laisser te libérer encore 1000 fois. Merci à vous tous. Cet accueil. Merci. Merci beaucoup. Et au plaisir de vous revoir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Bonne Fabienne. soirée à tous. C'est super. Merci à toi. Je vais en profiter pour passer le micro à Jean-Philippe qui est dans la salle et qui veut réagir par rapport à ce qu'on a dit là. Oui, vous avez parlé de beaucoup de sujets. Moi, je crois beaucoup à la génération Wall-E et au revenu universel. Mais au-delà de ça, vous avez beaucoup parlé de apprendre à apprendre. Je pense que c'est fondamental. Et si je fais mon vieux des années du web, on a appris sur le tas, nous. Et j'ai monté ma terrasse en regardant des vidéos YouTube. Et donc, le corollaire de apprendre à apprendre, c'est aussi partager. Et le problème qu'on a avec l'IA, c'est que les jeunes qui exploitent en fait la connaissance, c'est qu'ils ne redonnent pas la connaissance. Et nous, ce qu'on a appris avec l'open source, c'est de redonner. Et c'est vraiment important que vous appreniez aux élèves de faire, mais aussi d'expliquer. Quand il y aura les nouveaux frameworks, les nouveaux outils, les nouveaux machins, juste partager et pas faire des formations, des certifications, etc. Beaucoup de gens qui gagnent plein d'argent en vendant des formations. Non, juste partager pour qu'on réutilise, qu'on apprenne, etc. C'est pour que ChatGPT soit capable de donner la réponse, il faut qu'il la lise quelque part. Et je pense que c'est aussi ça qui est important, c'est apprendre à apprendre et apprendre à partager. Donc bienvenue dans l'ère du partage, c'est ça, finalement c'est... Allez, Alexandre dans la salle. En fait, moi j'ai un usage en tant que parent. Quand ma fille a un de ses profs qui est trop défaillant, il faut effectivement que nous on essaye de compenser en tant que parents et de trouver des réponses, etc. Donc j'ai 4 enfants, donc c'est pas la première fois que je le fais. Mais effectivement, on est mieux équipé avec des outils d'IA aujourd'hui pour creuser des sujets où je ne comprends rien. Effectivement, des outils comme BookLM sont ultra puissants et ultra profonds. Et donc là, effectivement, équipé, ça permet de compenser. Donc c'est la partie éducation à la maison. Il n'y a pas que à l'école, effectivement, se fait l'éducation. Et l'autre chose, c'est que c'est quand même des outils techniques complexes. Moi, la veille que je fais sur l'IA en ce moment depuis 3-4 mois, ça change. Y compris qui c'est le meilleur, ça change toutes les semaines. Oui, 5 fois par jour. Nous, on faisait de l'exploration du web dans les années 2006-2007, où on travaillait, on disait c'est quoi les usages qu'on a envie d'inventer et qu'on faisait de l'évangélisation dans les entreprises, etc. Aujourd'hui, on a besoin effectivement de faire cette découverte d'usage, de faire cette évangélisation aussi en même temps, mais déjà, on n'ira la gueule à bouffer de l'information et à tester des trucs. Et les enfants ne sont pas équipés, y compris jusqu'à Bac plus 3, Bac plus 4, pour passer son temps à aller faire de la découverte des IA, quoi. Donc oui, à un moment, il faut qu'il y ait des gens qui fassent le tri, des gens qui apprennent les usages, et ensuite qui forment et qui transmettent pour qu'on puisse simplement partir des bons usages et puis se concentrer sur la socio ou sur l'ingénierie qu'on est supposé apprendre, mais pas passer son temps à faire de la découverte de l'IA à grande échelle, à l'échelle de toute la sociologie estudiantine, comme autre chose. Donc dans ce que tu dis, ce que je retiens moi, c'est finalement de se dire on est face à une sorte d'infobésité multiple, il n'y a pas de temps de digestion finalement, et finalement c'est sûrement une opportunité pour celles et ceux qui ont un peu plus d'expérience
pour faire un peu ce rôle de curateur, de donner du sens, de prendre le recul, Alice? C'est fait déjà dans certaines écoles, clairement. En plus, je trouve que depuis le début, on a un peu mis, on a fait un gros sac où on a mis toutes les IA, un sac où on a mis toutes les écoles, un sac où on a mis tous les profs. Là, vous parlez de Notebook LM, ça va pas du tout être la même chose que par exemple ChatGPT dont on parlait jusque-là. ChatGPT va jamais dire je sais pas. Notebook LM, on pose une question qui est pas dans les sources, il dit c'est pas dans les sources. Donc voilà, déjà on peut pas mettre toutes les IA dans le même sac. Et également toutes les écoles. Enfin, moi, je suis dans plusieurs écoles, compris les choses vraiment à bras-le-corps, donc qui ont développé, par exemple, une charte de l'IA et pas juste un Yaka Faucon, vraiment un document qui est très factuel, qui colle avec les valeurs de l'établissement, qui a mis en place un référent éducatif pour les étudiants, qui forme les profs, parce que justement, l'IA évolue tout le temps. Et il faut qu'ils sachent justement quel outil on peut utiliser pour faire quoi, comment. Et donc vraiment, je pense qu'il y a vraiment peut-être un niveau de, je sais pas trop les essentialismes et tout le mettre dans le même sac. Et je pense qu'il y a peut-être un niveau de détail à avoir là-dedans, mais clairement un peu de finesse, tu veux voilà. dire. Et c'est comme l'IA qu'on met dans les mains de quelqu'un qui s'y connaît pas, ou l'IA qu'on met dans les mains d'un spécialiste et qui va lire en 2-2 le truc et qui va directement voir là il y a un biais, là il y a un trou, là il y a un manque. C'est quand même pas la même chose. Jean-Emmanuel, c'est à toi. Ce qui est intéressant, c'est que il faut prendre des étudiants qui vont mettre le sel sur la viande pour apprendre à bien doser. Ça c'est une voilà. Après, quand tu es spécialiste, tu fais comme ça. Mais au début, voilà. C'est un sujet qui est un peu retors, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus on prend moins d'alternants, moins d'étudiants, alors que finalement, ces gens-là, ils ont besoin d'être formés aussi, comme nous, on a été formés. Donc, il y a un devoir de transmission. Alors certes, ChatGPT est là, mais est-ce que c'est pour la bonne raison ? Et ça, c'est la piste que donnait tout à l'heure Alexandre sur le fait de travailler... non, je sais pas, cette transgénération, c'est de faire en sorte justement de partager entre ceux qui démarrent. Le mix générationnel. Le mix générationnel, pardon, j'ai pas le bon terme. Le mix générationnel, oui. C'est-à-dire pour faire en sorte que ceux qui de ta génération puissent travailler avec ceux qui, comme moi, sont jeunes depuis plus longtemps que toi, quoi. C'est ça. Les jeunes, un peu comme il y a quelques années dans les entreprises, quand ils ont commencé à chercher leur community manager, donc on ils ont cherché dans la salle, dans l'entreprise qui était le plus jeune. Vas-y, lui il sait. Et en fait non, c'est aussi savoir, l'expérience. C'est deux personnes. Enfin, c'est un minimum. Pour moi, c'est un binôme. Un binôme, c'est indissociable. Il faut quelqu'un d'un peu plus âgé, avec plus d'expérience, et quelqu'un de plus jeune, plus malléable. Et avec ces outils-là, quand on est malléable, en fait, on peut se retrouver avec la moitié d'une expertise assez rapidement sur un domaine. Et donc, dans la tech aujourd'hui, on voit bien, c'est quand même robotique majoritairement. La RVR qui arrive en force. Des sujets qui sont assez complexes à bien comprendre avec les outils qu'on a aujourd'hui. C'est assez simple pour un jeune de pouvoir se positionner dans l'entreprise, dans des grands groupes, avec une bonne vision, avec une vraie valeur humaine. Hein. On parle vraiment humain. S'il n'y a pas de valeur, si t'es pas assez humain. Et de gagner du temps par l'IA pour pas faire les trucs qui faisaient perdre du temps avant, et de devenir très bon sur un domaine avec quelqu'un qui a de l'expérience, sinon ça vaut absolument rien. Donc c'est un peu ce binôme, et c'est peut-être... ça s'apprend, je pense. On devrait former ceux qui ont plus d'expérience à savoir travailler avec des plus jeunes, au milieu aussi, et à se remettre en question. Puis inversement, je ne sais pas si ça s'apprend, des jeunes de travailler avec des plus d'expérience, j'allais dire des vieux, mais moi je te dis pas beaucoup qui arrivent. Je suis dans cette... Charles, on l'a pas beaucoup entendu ce soir. C'est justement ce que disait Ati. Ça réagit un peu dans pas mal de commentaires dans sa communauté, donc, avec les 17 000, 45 000, je sais plus. Voilà. Alors ça, c'est un sujet qui va monter puisque vous savez, la démographie fait qu'on va avoir plus de seniors que de jeunes en France. Beaucoup d'entreprises sont en train de former les futurs managers qu'ils vont avoir, sauf que ces futurs managers, ils ont entre 25 et 30 ans, et la majeure partie du temps, on leur demande d'avoir dans leurs équipes des personnes qui ont 15, 20 ans plus qu'eux. Et ça, c'est quelque chose qui est, alors pour le coup, dans l'alternance, qui est très commun, puisque vous savez que l'apprentissage, ça s'est fait d'abord par les métiers de l'industrie, où en fait, on amenait des jeunes en cours et une semaine sur deux, ils allaient dans l'industrie et les jeunes apprenaient des techniques très nouvelles à l'école et essayaient de les mettre en application auprès des seniors dans l'entreprise, qui eux avaient des nouvelles façons de faire. Donc ça rejoint ce que tu disais, Alexandre, la transmission, le reverse mentoring. Mais là, ça va encore plus loin maintenant, parce qu'il va falloir faire en sorte non pas du hard skill,
Et c'était une question que j'avais pour Hubert, qui effectivement fait des cours là-dessus. Le hard skill, c'est factuel, c'est une nouvelle méthode. Je te montre, tu me montres, c'est pas de souci. Maintenant, manager, c'est-à-dire faire travailler et s'organiser avec des personnes, on va être sur du soft skills. Et là, aujourd'hui, l'IA, elle peut rien pour vous. Savoir écrire un mail de telle manière d'être clair pour être sûr que la personne en face, que j'ai déjà rencontrée, je connais ses contraintes, je sais ce qu'elle va comprendre ou pas. Aujourd'hui, une IA, elle peut nous accompagner, mais elle va pas pouvoir savoir tout faire. Est-ce que toi, Hubert, justement, quand tu formes justement tes étudiants, la partie soft skills, tu l'intègres comment? Tu dis, vous pouvez vous aider de l'IA, ou vous allez vous aider plutôt de votre voisin et vous faire des jeux de rôle pour vous mettre en situation? Je pense que c'est typiquement hors IA, tous ces soft skills, savoir-faire, leadership. On n'apprend pas à être un leader, on ne donne pas envie de la mer, comme dirait Saint-Exupéry, plutôt que de construire un bateau sur une IA. Donc donner envie de la mer, c'est typiquement un comportement humain. Donc là, l'IA ne rentre pas là-dedans. C'est comme peut-être les sentiments amoureux ou autre chose. Mais j'ai une question pour Ati. Est-ce que l'IA va nous apprendre à faire de l'éducation en pyjama? Je crois que je suis unique là-dedans. Hein. C'est la petite question piège, on dirait presque un mot de la fin. Ça y ressemble. Ouais, ça y ressemble. Mais Là, c'était une question fermée. Comment tu ferais pour éduquer 50 étudiants? À l'IA ou à autre chose? Ah, tout ce que tu veux. C'est difficile, hein, je suis pas très pédagogue, moi. Je commencerai par leur demander pourquoi est-ce qu'ils veulent apprendre? Qu'est-ce que ça leur apporte? C'est quoi la finalité? Aujourd'hui, on a beaucoup alors après, je pense éducation nationale globale, mais je suis vraiment le très mauvais exemple de la personne qui n'a fait aucune étude, qui a un bac vraiment même sans mention. Donc, c'est ce truc de à quoi me sert l'apprentissage? Pourquoi est-ce que j'apprends? Pourquoi est-ce que je vais à l'école? Pourquoi je vais choisir telle matière? Et aujourd'hui, beaucoup dans l'éducation, on a ce truc de j'apprends pour avoir une bonne note, pas pour comprendre, pas pour en faire quelque chose, pas pour transformer ça en idée, en action, en projet et en conséquence du coup sur la vie, sur le monde et sur ma vie à moi. Donc, la première chose que je leur demanderais, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Et la plupart du temps, les étudiants vous diront qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Tu sais pas avant la fin de ton diplôme vers quoi tu vas aller. Finalement, le premier job que tu auras, c'est celui où on te prendra. On vient au début avec Elisabeth Borne. Et finalement, le serpent qui se mord la queue. Non, mais je pense qu'il y a globalement un travail sur l'éducation nationale de manière générale. Je suis pas votre amie, je suis désolée. Parce que, et ce truc sur l'éducation, l'auto-éducation, qui aujourd'hui, je pense, est aussi importante et sera de plus en plus importante. C'est la responsabilité qu'a chacun à continuer de s'éduquer en vieillissant, en prenant de l'expérience, en se mettant dans la pratique. Donc, si demain, il fallait que tu me mettes devant une classe, je pense qu'on jouerait aux cartes. Je ferais peut-être pas grand-chose d'autre. Par contre, j'adore former des gens qui sont en poste et qui, eux, vont me dire, moi, j'ai tel usage, j'ai tel besoin, j'ai besoin de gagner du temps, j'ai besoin d'être plus efficace là-dedans. Eux, ceux-là, je sais les former. Les étudiants aujourd'hui, je suis pas sûre d'avoir grand-chose à leur apprendre. Tu dis quoi? Tu dis à un étudiant, tu dis aide-toi et le prof t'aidera, ou aide-toi ou il y a... Je lui dirais, fais un pas de côté par rapport à... Parce qu'aujourd'hui, quand on est étudiant, qu'on a eu toute notre scolarité, on va dire dans une école standard, sans vouloir mettre toutes les écoles dans le même panier, on t'a quand même mis... On a bien compris qu'il y avait plein de paniers. Ouais, il y a beaucoup de paniers différents. On a quand même un chemin qui est longiligne, où tu vas passer de la primaire au collège, au lycée, à l'étude sup, et t'as jamais cette espèce de pas de côté. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent en stagiaire. J'ai une petite jeune de la Sorbonne en ce moment, de l'école des arts. Il y a ce truc de si j'ai pas mon diplôme, je trouverai pas de boulot. Si j'ai mon diplôme, je pourrai pas entreprendre parce qu'il me faut d'abord de l'expérience. Si je trouve un boulot, il me faut tant d'années d'expérience pour pouvoir commencer à avoir peut-être une légitimité, à demander une augmentation ou à me lancer moi-même. Et en fait, je leur dirais, mais faites ce pas de côté. Tout n'est pas cadré, tout n'est pas case, et de plus en plus avec l'IA, puisque c'est ceux qui maîtriseront la compétence et pas ceux qui auront eu le diplôme à la fin de l'école. Donc, qui seront les plus efficaces. C'est super ouvert et optimiste, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de chemins. Oui. Il y a plein de chemins pour y arriver. Et à chacun, finalement,
de se prendre un peu en main et de trouver le chemin qui lui convient mieux. Ce qui n'est pas forcément optimiste, et je vais passer le micro à C'est pas Charles après. optimiste, ça C'est pas optimiste, parce que pour tous ceux qui n'ont pas cette volonté d'eux-mêmes de faire ce pas de côté, Ouais, mais c'est leur life, quoi. Donc ça les concerne à mort, non? ça les concerne, mais on revient un petit peu au débat de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes ambitions, on n'a pas tous les mêmes souhaits, et faire ce pas de côté, c'est hyper dur. On Des peut fois, pas c'est... vouloir le bonheur des gens, hein, je suis d'accord. Non, non. Non, mais on n'est pas tous en volonté, en capacité de le faire. Quand on le fait, même quand on est en capacité de le faire, ça peut être hyper douloureux, ça peut être hyper inconfortable. Et donc, c'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est hyper optimiste pour les débrouillards et les flexibles. Et pour tous ceux qui peuvent ne pas se sentir en capacité d'eux, parce qu'en général, on a un potentiel qui est beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer. Pour cela, c'est pas forcément optimiste parce que, c'est un travail auquel ils n'ont pas été formatés à faire. C'est qu'on te pousse dans le bain, apprends à nager. Allez, dernière séquence. Votre mot de la fin à chacun. On va démarrer par Charles avant d'abord. Juste rapidement, effectivement, quand on parlait des compétences au-delà des diplômes, savoir c'est très français, hein, le coup du diplôme qui donne le job. Je pense que je vois tout le monde qui hoche la tête. La difficulté aussi, c'est qu'il faut que les recruteurs se forment. Et aujourd'hui, on voit des RH qui doivent recruter des ingénieurs et qui ne comprennent rien à ce que c'est que le métier d'un ingénieur. C'est pas de leur faute non plus, mais il y a un accompagnement des deux côtés qui va être fait. Il n'y a pas que les postulants, mais il y a aussi ceux qui recrutent, qui vont devoir monter en compétences. Et rapidement, effectivement, sur la notion de changement, PPC, est-ce que tu sais combien de psy il faut pour changer une ampoule? Un seul, mais il faut que l'ampoule le veuille, parce que le changement ne peut venir que de soi. Donc effectivement, l'idée c'est... ça c'est pas les psys, ça. Et donc c'est ce que disait Atis, c'est qu'effectivement il y en a qui vont vouloir effectivement changer ou en tout cas évoluer, ce genre de choses, et il y en a d'autres qui ne souhaiteront pas, et c'est pas une... Je te laisse sur le mot de la fin. Séquence du mot de la fin. Allez, non, tu veux rajouter quelque chose? Ouais. On va jamais y arriver. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment un phénomène, tout ce que vous dites qui est complètement vrai, mais amplifié peut-être par l'IA, mais entre guillemets pas du tout nouveau, dans le sens où, déjà avant, on disait, pour prendre un exemple, Bac+2, on mettait le DUT et l'IUT et l'autre BTS face à face en disant dans un cas vous avez 1/3 d'expérience, 2/3 de cours, dans l'autre cas l'inverse, 2/3, 1/3, et en vrai les employeurs, tant qu'il n'y avait pas eu des vrais stages en entreprise, ça comptait pas beaucoup non plus. Et rapport à la créativité qui elle aussi peut va être ou une force, un atout ou pas pour certains, permise ou pas par l'IA, c'est ce qu'on disait, c'est que l'exemple que vous donniez tout à l'heure d'un développement que vous aviez eu sur une idée, c'est justement parce qu'il y a cette envie, parce qu'il y a cette passion, cet intérêt. Et déjà, il y a 20 ans, avec Wikipédia, on arrivait sur une page, il y avait un mot surligné en bleu qu'on connaissait pas au milieu, on dit « Ah, c'est quoi ?» On cliquait, ça nous amenait sur une autre page, qui nous amenait une autre définition avec un autre mot. Donc cette sérendipité, elle n'a pas attendu l'IA non plus, quoi. Voilà, c'était bon à rajouter, c'est normal. On passe au mot de la fin. Vous avez fait l'exercice au début avec deux hashtags d'introduire. On va faire l'exercice avec 2 hashtags de conclure. Qui veut se lancer? Je vois Jean-Emmanuel qui a déjà trouvé ces 2 hashtags. C'est ça? Ils sont quelque part dans un des sacs, une des boîtes. Jean-Emmanuel, en conclusion, tu as retenu quoi et... En 2 hashtags. Tu peux faire une perspective, c'est comme tu veux, c'est ton mot de la fin. Ce sera un conseil, c'est lisez ou relisez le contrat social de Rousseau. Scène lecture, super, il s'en est bien sorti. Hein. Hubert. Moi, ce sera simple, on est parti de éducons et maintenant je change le éducon en éduque-toi. Oh, joli, il avait préparé ce coup là. Alexandre. Test et retest. D'accord. Ouais. Test, retest. Hashtag vérifie aussi. Ah oui, pas mal. Test, retest, vérifie. Ça fait 3 hashtags. Ouais. Charles. J'avais dit opportunité et peur au début. Du coup, je vais reprendre suite à nos échanges. Curiosité et attractivité. A-t-il? Je vais faire l'emmerdeuse, je vais pas faire que sur 2 mots parce que je sais pas synthétiser. Le potentiel que tu as aujourd'hui plus que jamais s'arrête à ce que tu es capable de faire et ce que tu te crois capable de faire. Et je reprends simplement un commentaire qui a été dit dans le live. La révolution, c'est pas tant l'IA, c'est pas tant l'outil, mais l'utilisation qu'on va en faire. Donc, tout part de nous. À nous de jouer.
La révolution, c'est l'usage. C'est ça, c'est bien. C'est ça, c'est un bon slogan. Créativité et usage. Bravo, c'est bien. Alors le mien, moi je dirais, ce qui m'a le plus marqué là, et merci, c'est finalement d'apprendre à savoir questionner et se questionner. Je pense que c'est clé en fait. C'est se poser les bonnes questions. C'est le truc le plus dur, hein, mais je pense que c'est arriver à se poser les bonnes questions. Pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? L'envie. Est-ce que ça s'apprend ? C'est ma grosse question. Je ne sais pas si ça s'apprend en fait, ça. Et peut-être que ça s'apprend à plusieurs. Peut-être que ça peut être un mouvement qui se fait à plusieurs, parce que je pense que la passion, c'est quelque chose qui se partage. On l'entendait dans vos réactions avec vous tous ici. C'est aussi finalement, dès qu'on est ensemble et à plusieurs, on peut aller vachement plus loin. Ce que disait Fabienne était intéressant de dire ça passera aussi par beaucoup de relations humaines. Merci beaucoup à vous tous. Merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'ici, parce que vous êtes vraiment formidables. Si vous êtes déjà arrivés ici, il y a un chèque de 15 000 € à gagner, vous le savez. Voilà, donc c'est très facile. Il y a un tirage au sort. C'est Maître Véreux, huissier de justice à Neuilly, qui fait le tirage au sort. N'hésitez pas. Voilà, c'est Ati qui fait la main. Voilà. Merci à vous tous qui avez été présents ici, nombreux. La foule en délire va applaudir. Merci, ouais. Merci beaucoup. Merci pour vos interactions, vos témoignages aussi. Merci à tous les mates qui étaient là ce soir. Hubert, Alice, Alexandre, Jean-Emmanuel, notre ami Charles, Ati qui nous rejoint. Voilà, quand elle a le temps, c'est quand elle pourra. Super, merci à Fabienne aussi et Subdev de nous avoir accueillis, c'était vraiment génial. On vous laisse, on vous fait des grosses bises et puis vous suivez-nous sur Apple Podcast, Spotify, YouTube et compagnie, puis laissez des étoiles. On compte sur vous sur YouTube parce que la chaîne démarre à peine, donc si vous pouvez y aller, c'est super, ça s'appelle @ConnectedMate sur YouTube. Merci à vous tous, le jingle de la fin, c'est parti. Connected Mate.